Aujourd'hui, l'Afrique, c'est l'Eldorado. Moi qui étudie l'environnement, je peux vous dire que l'Afrique aujourd'hui, c'est l'endroit le plus sécurisant en termes d'environnement. Aujourd'hui, c'est en Afrique que vous pouvez respirer une air pure. Vous pouvez avoir un sol encore sain. Vous pouvez encore manger de la nourriture encore saine. Vous pouvez encore grandir, vieillir en bonne santé. Et les autres l'ont compris et c'est pour ça qu'ils se réversent en Afrique aujourd'hui. Aujourd'hui, la migration a changé de camp. Pourquoi? Parce qu'on a compris que nous, qui sommes sous-développés, on a quelque chose que les autres n'ont pas. Honneur, respect, mes chers amours. Merci d'être là. Merci de vous joindre à nous sur la chaîne Manzé Black pour cette belle émission que je vais avoir avec une invitée intéressante. Elle est inspirante. Vous allez le voir à travers ses propos encourageants. Elle est une étudiante, une doctorante en ingénierie des sciences environnementales. Elle est aussi une entrepreneure. Elle a 28 ans et elle m'inspire. Elle fait partie des très peu de femmes qui ont passé ce temps-là avec nous. Et vous allez voir, il y en a beaucoup à retenir de son passage-là. Sur ce, je ne vous fais pas trop attendre. Accueillons notre très chère Marosia Ba, du Gabon, et qui vit actuellement en Chine, à Shanghai. Bonne écoute. Honneur, respect à nouveau. Merci mes chers amours de vous connecter sur notre chaîne Manzé Black aujourd'hui. Et j'ai eu à le dire quelques minutes de cela. Nous recevons une jeune dame magnifique. Elle n'est pas que magnifique, elle est intelligente aussi parce que vous allez la découvrir, savoir un petit peu plus ce qu'elle fait. Et donc, c'est avec vraiment un immense plaisir. Et vous avez remarqué d'ailleurs, on a très peu de femmes qui participent à nos émissions. C'est pas parce qu'on les appelle pas, c'est pas parce qu'on ne communique pas avec elles, mais vous savez, les femmes ont tendance à toujours laisser la place pour d'autres personnes et parler probablement sur d'autres choses que de venir sur un plateau discuter comme ça. On est malgré tout à une distance assez importante, mais elle a tenu à faire le sacrifice et elle est toute jolie malgré elle s'est réveillée très tôt pour pouvoir nous accorder cette interview. Alors, sans plus faire attendre, donc je vous présente notre très chère Marosia Mba. Comment vas-tu, ma très chère? Bonsoir, je vais très bien. Merci beaucoup de m'accueillir sur votre plateau. Alors, je suis mademoiselle Marosia Mba, comme on disait dès le départ. Très enchantée de vous connaître et j'espère au moins pouvoir donner la bonne information. Ah ben oui, tout ira bien, je suis certaine. Alors, ma très chère, tu es, je crois, d'origine gabonaise et tu t'es rendue jusqu'à Shanghai, donc en Chine, pour les études. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire un tel choix? Parce qu'on sait que c'est quand même loin de chez toi, loin des parents et de ce que tu connais. Et surtout, il y a le niveau de la langue et de la culture. Alors, je te laisse nous expliquer tout ça. Alors, ça va faire 6 ans que je suis ici en Chine. Qu'est-ce qui m'a motivée à venir? D'abord, c'est parce que dès le départ, étant petite fille, j'étais très amoureuse de la culture asiatique. Donc, pour moi, la Chine, c'était une ouverture à leur culture. C'était un moyen pour moi d'essayer de les connaître un peu plus profondément. Et par ailleurs, j'avais ma sœur qui était déjà ici depuis bientôt 4-5 ans. Donc, pour moi, c'était aussi un moyen de rassemblement familial avec ma sœur. Ce que je tiens à dire, c'est que la Chine, au début, c'est pas facile. Malheureusement, les gens, quand ils arrivent, ils n'ont pas forcément la bonne information parce qu'on nous a toujours dit l'anglais, c'est la langue universelle. Là où vous partez, vous allez parler anglais. Quand je suis arrivée en Chine, malheureusement, je suis arrivée dans une ville où personne ne parlait un mot d'anglais. Donc, l'adaptation à la langue chinoise s'est faite depuis l'aéroport. On te pose des questions, on te demande qu'est-ce que tu viens faire ici. Et très souvent, si tu ne parles aucun mot de chinois, tu es perdu. Donc, c'est un peu cette petite expérience-là. Tu te sens au début un peu seul par rapport à la langue. Tu te sens un peu isolé par rapport déjà, nous, on vient des pays francophones. Donc, chez nous, l'anglais n'est pas tellement vulgarisé. Donc, ayant déjà quelques notions, ça m'a aidé. Mais avec la langue chinoise, ça n'a pas été si facile que ça. Donc, il y a cette partie-là où il a fallu s'adapter avec la nourriture, la langue, la culture. Parce que malheureusement,
malheureusement aussi, la culture chinoise qu'on nous transmet à travers les films, à travers, on va dire ça comment, les affiches, etc. Il y a une grande différence quand vous arrivez en Chine. Ce n'est pas forcément le kung-fu, ce n'est pas forcément les nouilles, ce n'est pas forcément, non. Elle est multiple, elle est très, je vais dire, extravagante. Et si vous n'arrivez pas à vous adapter dès le début, ben, vous allez vous sentir seul. C'est pourquoi la majorité ici, quand ils arrivent, sinon la plupart, au début, c'est un petit avec la langue, la nourriture, les goûts ne sont extrêmement pas du tout les mêmes que les nôtres. Vous allez arriver, un plat est à la fois sucré, salé et pimenté, alors que chez nous, c'est soit c'est sucré, soit c'est salé. Mais ici, tu vas manger un poulet, on te dit poulet noir, sucré, salé, pimenté. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça quand tu arrives. C'est pas forcément la bonne information que tu avais dès le départ. Donc, le temps de s'adapter, le temps de comprendre, le temps d'apprendre, c'est pas si facile que ça. Mais ça vient avec le temps. La chance que je pense que tu as eue, comme tu dis, tu avais ta sœur. Donc, ce qui fait, elle a pu prendre le temps pour bien t'intégrer, te donner les informations qu'il faut. Mais maintenant, comment c'est en termes de relations interpersonnelles avec les Chinois? J'ai souvent entendu dire que quand tu ne parles pas la langue, tu ne te débrouilles pas assez vite. Eh bien, on te cale parmi les tarés. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est une réalité? Alors, la vérité, c'est que la Chine est subdivisée en 4, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Lorsque vous arrivez, par exemple, par le nord, il est vrai que par le nord, malheureusement, si vous ne parlez pas la langue, vous n'avez pas la possibilité de vous en sortir forcément. Si vous allez, par exemple, vers le sud, comme ici à Shanghai, où c'est un peu plus western, où il y a un mélange de culture, où ils connaissent déjà les étrangers, c'est un peu plus facile pour vous de trouver des personnes qui parlent anglais, des personnes qui ont un peu connu le français, etc. Mais il est vrai qu'en Chine, si vous ne parlez pas la langue, à cause déjà de leur éducation interne, qui est d'embrasser d'abord la culture chinoise, qui est d'abord d'embrasser la chinoiserie, comme eux-mêmes ils disent, ils ne se permettent pas souvent de permettre aux étrangers de forcément sortir du contexte, en fait. Donc, même si vous parlez anglais et qu'un Chinois parle anglais, il serait plus facile pour lui, en fait, de communiquer avec vous en chinois que de communiquer en anglais, par exemple, ou en français. Et là, la majorité, c'est ceux qui ont de la culture. Par exemple, qui sont allés aux États-Unis, qui sont allés en France, qui sont allés à l'extérieur. Comme ici, je vais le dire comme ça, c'est pas offert à tout le monde de pouvoir aller à l'extérieur. Beaucoup ici, s'ils ne parlent pas la langue, vous n'avez aucun moyen de communication avec eux. Aucun moyen de communication, que ce soit les taxis, que ce soit dans les métros, que ce soit avec les commerces de marché, que ce soit avec les personnes dans la rue. Si vous ne parlez pas un mot de chinois, il y a presque pas de façon de communiquer. Mais par contre, lorsque vous commencez à vous débrouiller, oui, pour les personnes qui parlent correctement chinois, je peux vous dire que les opportunités, la communication, la cohabitation est vraiment plus facile pour eux. Il y en a qui ont beaucoup de très bonnes opportunités que je connais ici. Quand moi je suis arrivée, je n'avais pas de moyens de communication. Et malheureusement, ça m'a frustrée dès le départ parce que j'avais l'impression, mais tiens, les Chinois, quand tu les vois à la télé, ils sont ouverts, ils sont... Mais quand tu arrives ici, si tu ne parles pas un mot de chinois, si tu dis pas ni hao, que ce soit sur le point de vue de tes études, que ce soit sur le point de vue social, parce que il est vrai qu'ils sont majoritaires dans leur pays. Donc, si tu ne les côtoies pas, à un moment donné, tu vas te sentir isolé. Par exemple, dans le Nord, on ne rencontre pas beaucoup d'étrangers dans le Nord. Beaucoup ne vont pas dans le Nord. Donc, si vous ne vous adaptez pas dans les petites villes, etc., c'est vraiment difficile pour vous de vous en sortir. Donc, c'est aussi un moyen de nous challenger nous-mêmes, de voir de quoi nous sommes capables par rapport à là où nous sommes. Donc, quand est-ce que tu es arrivé? Est-ce que tu es arrivé au tout début des études ou tu es arrivé quelque temps avant pour pouvoir justement faire les étapes et t'assurer que le processus est bien fait, que tu n'aurais pas à courir dans tous les sens, comme ça arrive souvent à des étudiants? Moi, j'ai eu la malchance. Malheureusement, je suis arrivée en plein milieu de l'année. Donc, ils avaient déjà fait un trimestre et je venais entamer le deuxième trimestre. Et ça n'a pas été facile. Malheureusement, le système chinois, après la Covid, les choses se sont un peu, on va dire, paramétrées. Mais avant, lorsque je suis arrivée comme ça et que l'école avait déjà commencé, les autres étaient déjà à un certain niveau, tu allais retrouver les autres au niveau où ils sont et tu es obligé de travailler parce que eux ici, en fait, ils disent nous lis pour dire tu dois étudier, tu dois travailler étudier dur pour pouvoir apprendre. Donc, tu arrives, tu les trouves dans ce système, tu trouves le niveau là où ils sont parce qu'il y a déjà 7, avant il y en avait 4. Tu arrives, si tu trouves les autres au niveau 2 et que tu es au niveau 0, tu as au moins un mois pour arriver au niveau 2, au niveau des autres. Wow. Donc, moi, j'ai eu ce challenge-là. Comme je disais au début, c'est très, très frustrant.
très frustrant parce que tu arrives en classe, tu es perdu, tu comprends ni anglais correctement, tu ne comprends absolument pas du tout chinois, le professeur ne parle même pas anglais. Donc, Non. donc tu es obligé pour communiquer avec ton professeur, soit tu utilises un translator, soit tu essayes de formuler une phrase en chinois, même si elle n'a pas de sens, parce que les professeurs, malheureusement, pour nous aider à nous adapter, ne sont pas permis de nous parler en anglais. Parce que pour l'administration, c'est faciliter les choses pour nous, alors qu'en vrai, pour Oh. apprendre une langue, il faut malheureusement, il faut se noyer. Il faut se C'est comme ça qu'ils nous débrouiller. Il n'y a enseignent. Il pas de... faut vraiment se débrouiller. Donc, pour moi, ça n'a pas été facile. Je pense que même la relation avec ma sœur était devenue parce que si je voulais acheter du pain, il fallait que je l'appelle. Je voulais prendre un taxi, il fallait que je l'appelle. Elle allait en cours. Je voulais aller quelque part, il fallait que je l'appelle. Je vais à l'hôpital, il faut que je l'appelle. Pour elle, c'était devenu, mais essaye de faire des efforts. Et j'étais, mais je fais des efforts. Je fais des efforts, mais vu que le chinois, c'est pas, je vais pas dire que c'est pas si facile parce que comme je dis, c'est assez complexe. C'est un système de temps, c'est un système parce que tu peux dire un mot avec 4 intonations différentes. Un mot peut avoir 4 différents sens. Donc quand nous on arrive ici, on dit en français je, c'est je. Il n'y a pas je avec une différente prononciation. En Exact. anglais même encore c'est pire. L'anglais c'est littéral. Mais les chinois, un seul mot peut avoir 4 sens. Donc tu vas venir, tu vas essayer de lui dire le mot parce que tu as lu le mot, mais si ce n'est pas le bon ton, c'est pas, il ne comprend pas, il va te dire clairement que qu'est-ce que tu es en train de dire, qu'est-ce que tu es en train de dire, et toi tu es agacé, tu dis, mais attends, j'ai fait les efforts, j'essaye de dire quelque chose, comment est-ce qu'il n'arrive pas à comprendre? Donc il y a ce complexe-là qui te fait en fait un peu douter de tes connaissances parce que je suis venue en Chine, je suis venue avec une licence que j'avais déjà obtenue au Gabon, et quand moi j'arrive, il y a le chinois qui n'est qu'une langue, mais qui me montre que je ne connais absolument rien. J'ai fait des mathématiques, j'ai fait l'ingénierie, mais la langue chinoise, c'était pour moi, je sais pas, c'était Un toute une casse-tête. mathématique, mais c'était incroyable. Et malheureusement, comme ça nous isole un peu. Ça nous isole dans le sens où, par exemple, au lieu de socialiser, tu es en train de travailler, essayer d'apprendre le chinois, en train de t'adapter. Pour les personnes comme moi, comme je disais, j'ai eu la chance d'avoir ma sœur et puis avec ma sœur, j'ai eu la chance de me connecter avec d'autres personnes qui faisaient déjà des ça en jeu. Quand je demande quelque chose, il me dit, bon, si tu veux que je te donne la chose, allez, tu me dis ça en chinois. Quand j'essaie de dire, il me dit, ok, si tu arrives à me trouver au moins la prononciation, je vais essayer de prononcer pour toi. Si tu me trouves le mot, j'essaie de prononcer. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, pour moi, j'ai appris avec le chinois et même avec la nourriture. Parce qu'en vrai, c'est aussi un autre challenge pour nous. Comme je disais, les goûts sont absolument différents. Donc, comme ça, quand tu viens, ce que je conseille aux gens quand vous venez en Chine, c'est d'avoir l'esprit ouvert. Ne pas se référer forcément à ce qu'on a vu au travers des sociaux médias, à travers la télévision, mais venir et vivre l'expérience chinoise, en fait. C'est ce que je peux dire. Donc, est-ce que quand tu es arrivé là-bas, parce que tu avais ta soeur qui était déjà là, est-ce qu'il y a une grande communauté gabonaise en Chine ou est-ce que vous êtes comme en Australie dans le passé, c'était 2, 3 familles, 4 familles qui étaient là et qui faisaient la communauté? Comment c'est? Est-ce que c'est une grande communauté qui te permet justement de te retrouver ta culture de temps en temps? Alors oui, quand je suis arrivée, j'ai eu la chance d'aller dans une ville où les Gabonais étaient nombreux. Donc à chaque événement, chaque rencontre, on avait toujours le moyen de se retrouver. Et vu que les Gabonais, on a l'association des étudiants et stagiaires, dont j'ai eu l'opportunité d'être à la présidente, on a des activités qu'on met en place. Et dans ces activités-là, par exemple, ça aussi, ça nous a aidés. On a mis en place un système de cours. Donc ça veut dire que quand vous venez d'arriver, la communauté vous accueille, on vous apprend comment faire des achats, on vous apprend comment manipuler les applications, on vous apprend comment s'habiller par exemple pour l'hiver, qui est encore un autre challenge pour nous. On nous apprend comment avoir les basiques en fait, comment s'en sortir par rapport à la société chinoise. On te dit tiens, ici en Chine par exemple, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Et ça permet en fait de créer un certain cocon, je vais dire un cocon familial, un cocon culturel où tu as avec toi des adultes, des personnes qui ont été là, qui ont l'expérience et qui t'aident comme ça à mieux comprendre la société chinoise. D'accord. Donc, Comme des mentors, quoi. des mentors, ok. Donc, est-ce que justement, c'est très difficile d'avoir le visa ou le papier pour aller étudier en Chine? Qu'est-ce que ça t'a coûté en termes de finances pour justement faire ce long voyage, premièrement, être dans un milieu, je suppose, estudiantin, et puis
payer les frais? Est-ce que c'est exorbitant pour étudier en Chine? Alors là, c'est quelque chose que j'ai appris dernièrement parce que j'ai une amie chinoise, elle m'a appris, moi en venant, je suis venue par une école, mais une école sous-cotée. En Chine, en fait, les écoles sont cotées. Donc, selon la cotation de l'école, le prix de la scolarité, et quand une école est très cotée, c'est l'État qui prend en charge, par exemple. Quand je suis arrivée dans mon école de langue, c'était une école sous-cotée, et malheureusement, ça nous a coûté assez cher pour venir ici et pouvoir payer. Mais dans le cadre de la société chinoise, de ce qu'elle m'a expliqué, quand vous venez en Chine, vous venez dans une école hautement cotée par l'État. Vous avez la possibilité, lorsque vous n'avez pas, par exemple, une bourse, les écoles cotées par l'État coûtent moins cher par rapport aux écoles sous-cotées. Et nous, quand on vient, malheureusement, parce qu'on n'a pas l'information, et peut-être que les personnes qui nous emmènent ici n'ont pas forcément l'information, ils nous emmènent dans ces écoles sous-cotées là où ils pensent que l'admission est un peu plus facile. Il est très évident que dans une école là où vous payez l'admission, où vous payez, par exemple, une personne de l'administration pour accepter des admissions, c'est plus facile l'inscription. Pour l'école de langue surtout. Mais lorsque vous arrivez, par exemple, comme moi, j'ai fait mon master ici, ça a été difficile pour obtenir le master parce que le mien, je l'ai eu par la bourse de l'État du gouvernement chinois. Donc, c'est un processus où on vous réévalue, vous passez des interviews en ligne, vous passez des tests en ligne. Même pour mon système doctorat, j'ai dû passer même un test psychologique. On te pose des questions par rapport à comment est-ce que tu es dans la vie sociale, etc. Donc, il y a tous ces trucs-là. Mais lorsque vous venez en Chine, par exemple, pour les Gabonais, la cotation n'est pas si chère. Après, ça dépend de là où vous partez. Comme je disais, pour ma part, dès le départ, ça a été quand même cher. Mais il y a certaines écoles qui sont vraiment très abordables. Mais le problème avec ces écoles très abordables, c'est souvent que, comme je disais, ce sont des écoles sous-cotées où, par exemple, le diplôme, si après avoir obtenu le diplôme dans ces écoles-là, vous souhaiterez travailler en Chine, vous n'aurez peut-être pas le privilège d'avoir un bon travail ou un travail bien payé. Ça, c'est une chose que les gens, malheureusement, ne prennent pas forcément en compte quand ils viennent en Chine. D'essayer d'abord de prendre des informations des écoles en ligne, les parents même de prendre, parce que je ne sais pas si c'est pareil aussi chez vous, il y a le système des agences. Quand ces agences-là envoient les enfants ici, dans ces écoles sous-cotées, après, lorsque ces écoles-là, parce qu'ici, c'est l'immigration qui fait l'évaluation. S'il faut te donner le visa, s'il faut te donner l'admission, etc. Lorsque les documents de ces enfants arrivent à l'immigration, l'école peut te donner une admission pour que tu t'inscrives. Mais si l'immigration ne veut pas, bah, tout ce que tu as fait dès le départ, ils vont te renvoyer à la maison. Donc, c'est un peu tout ça qui rentre en compte ici en Chine, parce que tout simplement, ils ont des systèmes mis en place. Je ne vais pas dire forcément de tri, mais les systèmes d'excellence. Donc, quand vous venez, c'est vrai, vous pouvez avoir de l'argent, c'est vrai, vous pouvez payer. Ça, je peux le dire. Mais je dirais qu'en Chine, ce qui vous coûte plus cher, à part la vie au quotidien, c'est le travail que ça demande de rester. L'obtention de visa, lorsque vous faites la demande, tout dépend de la façon dont vous êtes comporté. Donc, vous pouvez faire un visa travail. Si, par exemple, vous avez un casier judiciaire, si, par exemple, vous avez un mauvais comportement dans l'université, il travaille en chaîne. Donc, si, par exemple, le professeur est allé se plaindre et que c'est noté dans votre cahier d'études que vous êtes un étudiant qui ne vient pas en classe, vous êtes un étudiant qui n'est pas souvent là, vous êtes un étudiant qui dort souvent en classe, quand vous allez à l'immigration, il est possible qu'on ne vous donne pas le visa avec ce justificatif-là. Que vous n'êtes pas un bon étudiant, vous n'êtes pas un étudiant très assidu. Par exemple, on a eu un problème étant dans l'association, on a eu une vague d'étudiants qui n'allaient pas en classe, ils n'ont pas passé les examens et quand l'école leur a demandé de rentrer chez eux, ils étaient énervés. Mais je dis non, vous ne pouvez pas être énervé parce que vous n'avez pas passé les examens. Dans tous les documents des Chinois, et c'est une chose que j'apprécie beaucoup avec eux, c'est cette discipline d'information. Sur l'admission, on vous dit, vous venez ici de telle période à telle période, vous devez passer tel examen, vous devez vous conduire comme ça. Et au-delà, et si vous êtes conduit comme ça, voici ce que vous avez. Vous avez par exemple la lettre d'admission, vous avez les papiers de visa qui est le GW, et vous devez fournir tel document, tel document, tel document. Si et seulement si vous avez telle note en classe, si et seulement si vous avez tel examen. Et malheureusement, beaucoup ici viennent, je ne vais pas forcément accuser nos systèmes, mais beaucoup ici viennent avec l'ancienne habitude de penser que tu vas venir, tu vas pas forcément aller en classe tous les jours, tu vas venir, tu vas pas forcément faire les examens, et après, parce que tu payes l'école, forcément l'école va t'accepter. Non. Ensuite, tu peux payer l'école, mais si tu ne viens pas en classe, si tu n'es pas assidu, si tu ne respectes pas les professeurs, parce qu'ici, le respect des aînés, c'est au-dessus de tout. Si tu ne respectes pas les professeurs, si tu ne viens pas en classe, il n'y a aucun moyen pour toi d'avoir le visa. Il n'y a vraiment aucun moyen. Peu importe la formule que tu vas utiliser, peu importe, il faut forcément que tu viennes en classe, il faut forcément que tu sois assidu, il faut forcément que tu sois présent, il faut forcément que les professeurs sentent que tu es un élève en classe. Sinon, tout ça, c'est tout un report. Et malheureusement, comme je disais, il fonctionne en chaîne. Si une école vous a déjà classifié comme ça, même si vous allez dans une autre école, l'autre école va appeler l'autre école pour connaître le genre d'étudiant que vous étiez. Si vous allez encore dans une autre école, ils vont appeler l'autre école. C'est pareil avec l'immigration. Si vous allez dans telle immigration, ils vont appeler cette immigration pour demander à l'autre immigration quel genre d'étudiant vous étiez. Donc, beaucoup ici se retrouvent dans ce piège-là de penser qu'ils peuvent venir faire, par exemple, la vie de tous les jours et après expérimenter
espérer changer d'école. Non, ici, ça ne marche pas comme ça. Ici, il y Donc, a une tout est interrelié, en fait. tout est interrelié. C'est pour ça qu'on dit qu'en Chine, tu ne peux rien faire, on te voit de partout. Il y a des caméras partout. Il n'y a rien qu'on puisse faire en tant qu'étranger. Et puis tu vas penser que tu es caché. Non. Il y a des caméras partout. L'école te voit partout. Je me rappelle, il y a une année, ma dernière année de master, je me suis dit, bon, c'est ma dernière année, j'ai fini d'écrire ma thèse. Allez, je vais voyager. J'ai commencé à faire le tour de la Chine. J'allais dans cette ville, cette ville, cette ville. Et un jour, l'école me convoque. Elle me dit, ben attends, tu n'es pas venue en Chine pour voyager. Et moi, je me pose la question, mais comment est-ce qu'elle sait que moi, j'ai passé tout le temps à voyager? Malheureusement, c'est comment ça se passe. Lorsque je prends un billet de train, mais ça signale que l'étudiant, mademoiselle Maroussiamba, est dans telle ville, l'étudiante est passée par telle ville, l'étudiante est passée par telle ville, l'étudiant est passé par telle ville. Alors que nous, en Afrique, au Gabon, on ne connaît pas ça. Tu peux voyager, on ne saura jamais où tu es. Mais ici, tout est classifié. En fait, c'est un système tellement synchronisé que après, vous ne savez pas. Une fois, je suis allée à Pékin. Quand je vais à Pékin, la police de Pékin me dit non, mais ils sont venus dans la maison où j'étais parce que j'étais allée chez un ami. Non, mais il y a une étrangère avec toi qui est quelqu'un de plus qui ne vit pas dans la maison. C'est la Chine. Donc, tu penses que tu fais les choses, tu penses que non, tout est calculé, tout est synchronisé, ils savent. C'est pour ça que quand les étudiants viennent ici, le conseil que je leur donne, c'est, vous savez, faites tout pour vivre correctement. Parce qu'on ne vous demande pas de faire un miracle, mais faites tout au moins pour vivre correctement. Mais quand ils arrivent, ils se mettent dans l'ambiance. Non, ne vous mettez pas dans l'ambiance. Il n'y a pas d'ambiance. Il n'y a pas d'ambiance ici. Ici, il faut travailler dans tout. Comme je disais, le premier passage, c'est déjà dès la langue chinoise. C'est là le premier challenge. Dès la langue chinoise, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est se discipliner. Parce qu'en vrai, la Chine nous apporte une discipline qu'on n'avait pas forcément dès le départ. Comme je disais, il faut aller en classe tous les jours. Il faut être assidu en classe. Il y a une certaine discipline de vie même avec les Chinois. Comme je disais, hiérarchie dans la société. Il y a cette façon de vivre. Il y a des gestes qu'on ne fait pas forcément. Il y a des mouvements que vous ne pouvez pas faire au milieu des Chinois. Il y a des mots que vous ne pouvez pas dire tout simplement parce que c'est un mode de vie, parce que vous êtes étranger d'abord, mais aussi parce qu'ils ont ce mode de vie entre eux-mêmes que vous êtes obligé de vous adapter, vous êtes obligé de vous discipliner. Voilà. Alors, est-ce que au-delà, à part la communauté gabonaise que tu es dedans, dont tu es la présidente d'ailleurs du milieu estudiantin, est-ce qu'il y a d'autres communautés africaines qui sont tout aussi importantes aux environs de l'université? Oui, effectivement. Ça, c'est une chose que la Chine a un grand melting pot. En Chine, en fait, vous pouvez croiser toutes les nationalités. Et comme je dis, chaque pays a son organisation interne. Il y a les communautés sénégalaises, les communautés maliennes, les communautés nigériennes, les communautés camerounaises. Chaque communauté a son organisation interne. Par exemple, pour les Camerounais, ils ont l'association des étudiants, ils ont l'association des entrepreneurs. C'est la même chose pour les Nigériens, c'est la même chose. Toutes les communautés ont leur organisation interne. Par exemple, j'étais dans une ville, celle de Xi'an, où chaque année, on organisait un gala de tous les étrangers. Donc, on se retrouvait là, où j'ai même été amie avec la communauté arménienne, j'ai rencontré la communauté américaine, la communauté ukrainienne. En fait, la Chine a aujourd'hui, je pense, une très forte communauté étrangère en termes de mélange, en termes de culture, en termes de, je sais pas comment dire, mais c'est aussi une des choses que la Chine m'a apporté. Ce pouvoir-là de pouvoir connaître les autres et sortir, en fait, du cadre des stigmates qu'on a toujours eu par rapport aux autres communautés, par rapport aux autres pays. La notion d'étranger, même aujourd'hui, chez moi, dans mon vocabulaire, n'existe plus. C'est-à-dire, quand, par exemple, les autres voient, par exemple, les autres communautés au Gabon et tout, ils disent des étrangers. Mais moi, parce que j'ai été étrangère à l'étranger et que j'ai côtoyé ces gens, je connais déjà leur culture. Je sais qu'on n'a pas tellement de différences. Je sais qu'on est identique quelque part. Je sais qu'on a des points qui nous rapprochent. Je sais que quelque part, il y a des mots même que les autres disent, qu'on se retrouve dans nos langages. Il y a des cultures où on se retrouve, mais carrément. Moi, aujourd'hui, les gens me confondent à une Guinéenne, une Malienne, une Sénégalaise. Je dis non, je suis gabonaise. Voilà. Donc, voilà, le terme étranger, quand vous arrivez dans cet environnement qu'est la Chine, n'existe absolument plus parce que vous avez l'opportunité de pouvoir rencontrer les autres, de pouvoir manger la nourriture des autres, embrasser leur culture, voir un peu comment ça se passe. Donc, c'est ça. Donc, finalement, quand tu regardes le continent africain, le continent qui a une grande majorité en fait de jeunes, et tu regardes la Chine et tu as parlé beaucoup de discipline, du travail acharné, tout ça. Qu'est-ce que ça te donne comme sentiment quand tu te rappelles de ce qui se passe chez toi et comment les gens, les jeunes, surtout la jeunesse, vivent leur vie et le manque d'effort, de discipline justement et du travail, le focus
qu'il ne développe pas autant si tu le comparerais à la Chine? Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça t'interpelle? Alors, je vais aller sur une petite anecdote. Pendant le FOCAC, j'ai rencontré le responsable des réseaux sociaux du Gabon et je lui ai dit, s'il vous plaît, est-ce qu'une fois que vous allez rentrer au Gabon, vous pouvez couper TikTok? Et il m'a regardé. Je lui ai dit, oui, est-ce que vous pouvez couper TikTok, s'il vous plaît? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes focalisés, nous, la jeunesse africaine, sur des choses qui n'ont pas d'importance et qui, aujourd'hui, nous désorientent de ce qui pourrait apporter à l'Afrique. TikTok, qui a été créé en Chine, qui s'appelle Douyin, nourrit des villes, nourrit des personnes, permet à des jeunes de se développer, de rendre leur business phénoménal. Je vous assure que je suis allée à une conférence d'affaires où tous étaient debout pendant la conférence en direct sur TikTok. Toute la conférence s'est faite sur TikTok, tout le monde était debout, tout le monde vendait son article et tout. Et j'étais là, mais c'est pas les mêmes contenus qu'on a dans nos pays. Pourquoi dans nos pays, nos contenus sur TikTok, c'est pas la même chose. Ici, à partir de 22h, les réseaux sociaux pour les enfants, non, c'est terminé. Lorsqu'un enfant s'inscrit sur TikTok et tout avec son identité, lorsqu'il est 22h, c'est fini. Il coupe la connexion Internet. Vous voyez un petit Chinois, vous le verrez très rarement sur les réseaux sociaux en train de faire un contenu. En fait, eux, ils ont une culture comme quoi c'est au bout de l'effort qu'on a le réconfort, s'il faut que je le dise comme ça. Ils ont vraiment... Et ça, c'est une chose que la Chine nous a apprise. Beaucoup de gens disent, mais non, mais depuis que vous arrivez en Chine, vous aimez l'argent. Non, c'est pas qu'on aime l'argent, c'est parce que l'argent est le résultat des efforts qu'on fournit. Quand moi, je suis arrivée en Chine, je n'étais pas boursière. J'ai eu la chance de pouvoir travailler, donc j'avais déjà le rythme de travail, mais je suis arrivée, je n'étais pas boursière. Quand je suis arrivée, j'ai commencé un tout petit business. Je suis partie de vraiment rien du tout. Poster 1-2 articles parce que j'ai rencontré une amie qui me disait non et tout, tu sais, tu peux apprendre à te débrouiller de toi-même. Et je vous assure qu'aujourd'hui, je ferme 2 à 3 conteneurs par mois. En fait, c'est arrivé comme ça. Et tout ça pourquoi? Parce que je suis arrivée dans un pays où on a promu l'effort. Je suis arrivée dans un endroit où on m'a montré que, tiens, mais tu es une jeune fille. Parce que quand je suis arrivée, par exemple, j'étais un peu plus jeune et tout. Et puis les Chinois passaient leur temps à dire, mais non, mais tu es une belle fille. Est-ce que tu peux pas faire le mannequinat? Est-ce que tu peux pas faire le mannequinat? Est-ce que tu peux pas? Et à cause de la culture qu'on a du mannequinat, malheureusement, je me disais non, c'est pas possible. Mais lorsque je me suis lancée dans le mannequinat m'a permis de vivre 2 ans en Chine avec le salaire de mannequin. Mais en Afrique, par exemple, je me serais focalisée, comme je vois aujourd'hui, après je vais pas forcément critiquer, mais je trouve qu'aujourd'hui, on est focalisé sur les choses qui n'ont pas forcément, je sais pas comment dire ça, mais pour moi, on doit se recentraliser la jeunesse africaine. Les Chinois disent que pour détruire un pays, il faut détruire sa jeunesse. Et c'est pour ça que eux, ils ont focalisé tous les efforts sur leurs jeunes. Donc tout le dynamisme du gouvernement chinois, tout ce qu'il y a comme technologie, etc., c'est focalisé vers la jeunesse pour faciliter l'intégration de la jeunesse. La dernière fois, je pense, j'étais dans un pays et puis je suis arrivée dans l'administration et puis j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de vieux dans l'administration. Et j'ai posé la question, mais est-ce qu'ils arrivent à maîtriser les logiciels des administrations qu'ils maîtrisent? Est-ce qu'ils arrivent à maîtriser les nouveaux softwares? Est-ce qu'ils arrivent à faire les mises à jour et tout? Et puis l'ami avec qui j'étais riait. Je lui dis, mais non. Par exemple, quand vous arrivez en Chine, le secrétaire, c'est forcément quelqu'un de jeune. Pourquoi? Parce que il a la nouvelle technologie. Il sait comment manipuler les nouvelles informations. Et le patron, lui, il a l'ancienne technique. Donc, en fait, c'est un brassage. Ce qui fait que le travail va un peu plus vite. Mais quand on arrive dans une administration où elle sait pas manipuler Word, elle est encore avant où elle manipulait Excel comme avant, alors qu'aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. J'ai essayé d'expliquer, j'ai essayé de faire de mini-vidéos aux personnes dans mon pays où je leur expliquais mon travail. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Je suis ingénieur en environnement et moi, je construis des villes artificielles, des villes avec l'intelligence artificielle pour faciliter en fait la qualité de l'air, le management de l'environnement, etc. Donc, je fais ce qu'on appelle la construction de villes intelligentes. Dans mon pays, il y a un projet qu'on appelle la Baie des Rois qui m'intéresse vraiment et je leur ai dit bien sûr, moi, je veux bien travailler sur ce projet comme étant une ville intelligente. Donc, beaucoup aujourd'hui ne comprennent pas forcément l'intérêt en fait de focaliser les connaissances sur les jeunes. Et j'ai remarqué ça dans beaucoup de pays africains. Vous allez dans une conférence, vous allez voir les Chinois. Ce sont des jeunes, ce sont des dynamiques, ce sont... Je ne sais pas si aujourd'hui la compétitivité dont on a besoin pour pouvoir affronter le monde. Parce que même ici, par exemple dans ma classe, je vais pratiquement... les jeunes en doctorat, ce sont des enfants. Vous allez voir un de 23 ans, un de 24 ans. Je suis à bientôt 29 ans et on est en doctorat ensemble. Mon professeur de master, qui était un doctorant, il avait 29 ans. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a ces choses-là. Oui, on a vraiment... Et on a besoin de se focaliser. Et tous les jours, chaque fois que j'ai des conversations avec mes amis qui sont en Afrique, je leur dis, écoute, faut te focaliser. Focalise-toi. Parce qu'en vrai, ne te laisse pas distraire. On s'est laissé distraire par certaines
certaines choses aujourd'hui qui font qu'on n'arrive pas à voir que la compétitivité mondiale arrive. Ces Chinois-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent de nouvelles technologies. Ils créent de nouveaux secteurs d'activité et ils se jettent tout. C'est en Afrique. Ils créent une nouvelle machine pour pouvoir extraire de l'or. Où est-ce qu'ils vont extraire cet or? C'est en Afrique. Ils créent une nouvelle machine qui fonctionne avec un manganèse plus raffiné. Où est-ce qu'ils vont chercher ce manganèse et tester la machine? C'est chez nous en Afrique. Et nous, on est là, on est sur TikTok, on est sur Facebook. À danser tout le temps. À danser, etc. Et même si on le fait même, faisons-le parce qu'il y a des Chinois ici qui gagnent des milliards. Je vous assure que des milliards sur TikTok. Et je dis aux gens que vous n'utilisez pas TikTok de la meilleure des façons. Si vous utilisez TikTok, utilisez-le de la meilleure des façons. C'est un instrument pour construire un empire. C'est pour construire un empire. Il y a des gens ici, il y a des Chinois qui vivent avec des milliards sur TikTok. Mais nous, on ouvre un compte TikTok, on commence à envoyer des vidéos parce qu'on t'appelle par il est influenceur, elle est influenceuse. On pense peut-être certainement c'est un titre qui vous rapporte je ne sais trop quoi. Mais est-ce que les gens se rendent compte de la puissance de TikTok? Il y a l'exemple d'une TikTokeuse ici. Elle est noire et elle est mariée à un Chinois. On l'appelle Rose. Je pense que tous ceux qui ont été en Chine, ceux qui sont sur les réseaux sociaux la connaissent. Mais la dame, elle a construit toute une maison. Elle a construit une maison dans son pays d'origine. Elle a construit une maison en Chine avec l'argent qu'elle se faisait sur TikTok uniquement. Et pourtant, elle n'a pas fait d'études. Et pourtant, son contenu, c'est quoi? Elle parle en chinois, mais elle parle en chinois correct. Elle parle en chinois. Elle explique sa vie au quotidien en chinois. Elle explique un peu comment ça s'est passé, comment elle est arrivée. Elle a construit toute une industrie. Aujourd'hui, elle fait des petits pots de piment avec de la viande, etc. que les Chinois achètent en masse. Et elle les vend comment? Sur TikTok. Mais chez nous, malheureusement, on a transformé TikTok, les réseaux sociaux, comme forcément un phénomène d'amusement. Donc, c'est ce qui nous sert à, je sais pas. Et malheureusement, on est distrait. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand je leur dis, ils disent, mais non, depuis que tu es arrivé en Chine, tu es devenu... Je leur dis, non, c'est du pragmatisme. En Chine, on t'apprend à être pragmatique. Je n'ai pas le temps de perdre du temps. Je n'ai pas le temps d'attendre certaines choses. Ici, j'ai appris que lorsque tu veux quelque chose, tu dois, comme on dit en anglais, you have to go for it. Tu as l'obligation d'y aller toi. Parce que déjà, je suis à l'étranger. Je suis dans un pays où on parle une langue différente. Je suis dans un système où, si je n'apprends pas à m'adapter, je vais me sentir noyée. Donc, tu apprends ici en Chine le pragmatisme, tu apprends vraiment la discipline, de toi-même. Tu dois apprendre à te lever, faire certaines choses, etc. Et c'est un peu ça, quoi. Mon Dieu, c'est beaucoup. On aura, j'espère, du temps à revenir parce qu'il y a d'autres aspects qu'on n'a pas encore abordés. Et donc, puisqu'on veut que ça reste fluide pour les personnes qui nous écoutent, alors naturellement, je vais t'inviter à nouveau pour qu'on puisse aller sur d'autres sphères parce que je crois que ces échanges-là sont faits justement pour qu'on en apprenne et qu'on extirpe ce qu'il y a de positif pour pouvoir faire notre bout de chemin. Et puis le reste qui ne nous convienne pas, ben on laisse ça de côté et on le prend comme des expériences d'avenir pour bien matcher en fait nos énergies sur ce que nous voulons faire dans la vie. Alors puisqu'on doit nous quitter, j'aimerais que tu nous donnes par rapport à cette expérience que tu vis, quels seraient pour toi les conseils ou ce que tu aimerais dire à la jeunesse africaine et afro-descendante qui nous écoute actuellement? Alors, ce que j'aimerais demander à la jeunesse africaine en ce moment, c'est de se réveiller. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Nous sommes à l'ère où, aujourd'hui, on ne regarde pas forcément notre couleur de peau pour nous affirmer, mais nos compétences. Donc, au lieu de nous focaliser, comme je disais, vers ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, on a compris comment divertir la jeunesse africaine. On a compris rapidement ce qui nous enlève, ce qui nous délocalise de qui nous sommes. Comme j'ai l'habitude de dire à mes amis chinois, parce qu'ils me disent souvent, mais non, mais toi, tu n'es pas comme une africaine. Je leur dis, si je suis une africaine, la première des choses que je fais à chaque fois que j'ai un challenge, à chaque fois que j'ai eu une difficulté, c'est de me rappeler d'où je viens et qui je suis. Lorsque vous vous rappelez de qui vous êtes et d'où vous venez, ça réveille en vous l'instinct d'être meilleur. Aujourd'hui, les autres ne sont plus à l'ère de vouloir prouver, mais de montrer de quoi ils sont capables. Donc, les afro-descendants aujourd'hui, et je m'adresse surtout aux filles, mesdames, concentrons-nous. Il y a beaucoup de choses à faire. On a besoin de nous. Affirmons-nous. Montrons que nous sommes présents. Montrons que aujourd'hui, la société ne fait plus tant de différences. C'est l'ère des compétences. Et mettons-nous, alignons-nous à ces compétences-là. Aujourd'hui, la chance ou la malchance, c'est que la société chinoise, elle est homogène. Ça veut dire qu'elle est
est concentrée sur elle-même, forcément les informations ne circulent pas. Mais avec Internet aujourd'hui, l'accès à l'éducation facile, je sais que beaucoup de personnes peuvent être compétitives. Il ne s'agit plus seulement d'avoir un diplôme, mais il s'agit d'avoir des compétences. Les autres se forment en ligne, les autres essayent de comprendre, les autres essayent d'apprendre. Et nous, essayons de nous discipliner, d'apprendre des choses qui vont nous faire évoluer au travers du temps. Parce que c'est ce que les autres font. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est l'Eldorado. Moi qui étudie l'environnement, je peux vous dire que l'Afrique aujourd'hui, c'est l'endroit le plus sécurisant en termes d'environnement. Aujourd'hui, c'est en Afrique que vous pouvez respirer une air pure. Vous pouvez avoir un sol encore sain. Vous pouvez encore manger de la nourriture encore saine. Vous pouvez encore grandir, vieillir en bonne santé. Et les autres l'ont compris et c'est pour ça qu'ils se réversent en Afrique aujourd'hui. Aujourd'hui, la migration a changé de camp. Pourquoi? Parce qu'on a compris que nous, qui sommes sous-développés, on a quelque chose que les autres n'ont pas, qui sont développés. Donc, essayons de nous focaliser sur ces choses-là et essayons de rendre ces choses-là plus grandes et vendons-nous plus cher. Les Chinois ont un terme qui dit, comme tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Parce que comme je disais ici, la notion de l'argent est très vulgaire. La notion de l'argent pour les Chinois, c'est très vulgaire. L'argent n'est qu'un instrument qui travaille tous les jours. Donc, c'est comme tu te vends qu'on t'achète. Et aujourd'hui, il est temps que l'Afrique, les jeunes Africains dynamiques revendent l'Afrique au prix de l'Afrique. C'est l'Afrique qui développe le monde. C'est l'Afrique aujourd'hui qui aspire les tonnes de CO2 que le monde reverse. Malheureusement, parce que les gens n'ont pas les informations suffisantes, on est en train de vulgariser, on est en train de se jeter à l'heure, alors que on a la clé. La clé est chez nous aujourd'hui. Maintenant, c'est à nous de la donner. Voilà. Waouh! Merci beaucoup, Marocia. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous voyez, comme j'ai dit, elle est toute belle comme ça. Il est 4 heures du matin ou 5 heures. 5 heures du matin, oui. En tout cas, elle reste toute fraîche. On te remercie, ma soeur, ma chérie, d'avoir accepté cette invitation. J'espère que tu vas vraiment inspirer plus d'une personne parce que ça, c'est un discours qui doit nous amener à nous réveiller. Le truc, c'est qu'on a tout, mais on reste pauvre. Il faut vraiment trouver la solution et se focaliser sur l'essentiel. Encore merci, merci. Merci à vous de m'avoir invité et donné cette opportunité. À bientôt. À bientôt. Portez-vous bien. Merci, pareillement. Alors, merci d'avoir suivi cette émission. Ça nous a fait plaisir de savoir que vous étiez avec nous. Et merci d'encourager cette émission-là. Et sincèrement, les paroles de notre sœur étaient vraiment strong, comme on dit, très profondes. Et j'espère que ces propos vont vous interpeller, vont vous encourager à donner le meilleur de vous, justement. Donc, nous avons du chemin à faire. Faisons ce qu'il faut pour arriver là où nous devons être. Merci encore d'avoir suivi cette émission. Je vous espère pour la prochaine fois. Et en attendant, je vous dis tous, Kembe Jam Palagé, bisous, beaucoup de câlins et à la prochaine émission. Ciao!